et je partage mon écran. Voilà. OK. Donc, donc cette année 2025, c'est une année de grands changements sur le plan astrologique en tous les cas. Sur le plan numérologique, c'est une année de bilan, hein, une année de fin de cycle, une année de gestation, de renouveau. Donc on va tout de suite aller voir un petit peu plus dans le détail ce que ça vient nous dire et notamment comment l'astrologie et la numérologie dialoguent ensemble et puis ce que les mouvements planétaires viennent nous dire. Hop. Alors, ah oui, ça fait comme ça, ok. Donc, 2025, c'est une année personnelle neuve. Euh, Avant de rentrer dans la vibration du 9, dans la vibration de 2025, on a le 2, le 0, le 2, le 5. Qu'est-ce que ça vient nous dire, ça? Ça vient nous dire, à mon sens, ça reste toujours mes interprétations, si vous voulez, le 21e siècle, donc le fait depuis le début des années 2000, pour moi, on est dans un siècle de changement de paradigme. On est dans un siècle où on passe notamment euh, du patriarcat sur un plan vibratoire à une revalorisation des valeurs du féminin. Pourquoi je dis ça? Parce que la vibration du 2, bah, vous le savez certainement, c'est une vibration qui nous parle de féminin, qui nous parle d'alliance, de relations, de rencontres. Là où, quand on était dans les années 1000, 1100, 1200, etc., ben, on était sur enfin, c'était plus qu'un siècle, c'était un millénaire en fait. C'est un millénaire du changement de paradigme, je devrais plutôt dire. Euh, Parce qu'avec le millénaire qui commençait par du 1, on était vraiment plus sur le millénaire d'une forme de patriarcat. Là, on est depuis les années 2000, pour moi, dans un millénaire, j'ai fait une erreur effectivement, qui nous parle plutôt de changement de paradigme. Et les années 2000, c'est des années qui sont là pour nous aider à tout réinventer. C'est pour ça qu'il y a un zéro derrière. On est dans le vide fécond. Tout est à inventer sur ce plan-là. Et les années 2020, ce que j'ai trouvé très intéressant, j'ai regardé un petit peu, et c'est vrai que les années 2020 notamment, on retrouve ce 2 une deuxième fois, on entre pour moi, dans la décennie des valeurs du féminin. Alors, j'ai pas dit des femmes, même si j'ai mis une photo de femme, mais pour moi, on est dans les valeurs du féminin au sens large. Tout ce qui touche à l'introspection, à la sensibilité, aux hypersensibilités. On en parle de plus en plus des hypersensibilités. Il y a plein de personnes qui souffrent de leur hypersensibilité. Moi, j'en reçois pas mal dans mon cabinet. Euh, Ici, pour moi, on est un peu dans le siècle des hypersensibles, mais... Alors, attendez, j'admets quelqu'un. Hop. Dans le siècle des hypersensibles, mais dans le sens, j'en reparlerai tout à l'heure, où ces différentes formes de sensibilité et de perceptions extrasensorielles qui vont avec, et bien justement, ça va devenir des ressources précieuses, des ressources valorisées. Et ça, c'est très intéressant. Voilà. Donc, on est vraiment dans une décennie où l'être, à mon sens, prend le pas, ou est appelé à prendre le pas sur le faire. Excusez-moi, il y a des micros qui sont ouverts, si vous pouviez fermer vos micros, parce que on entend du coup, vous voyez mon hypersensibilité auditive là qui se manifeste. Euh, donc, euh, donc voilà. Et je regardais un petit peu sur le plan de l'actualité et je me dis aussi quand on regarde cette année universelle 9, 2025, qui vient clore un cycle universel de 9 ans, qui a débuté ce cycle universel en 2017. Et j'ai regardé un petit peu en lien avec ce que je viens de dire. Je regardais ce qui s'est joué au niveau, en France en tous les cas, hein, autour du féminin, des droits des femmes notamment. Bon, si on va regarder le féminin au prisme des femmes et du droit des femmes, eh bien, 2017, c'est l'année où émerge Balance ton port. Donc, il y a un mouvement des femmes qui commence à dénoncer des violences au féminin. Et là, on est en année 1 en 2017. Donc, c'est la première année de ce cycle universel, là, qu'on est en train de clore avec cette année 2025. Et 2024, donc l'année dernière, et puis 2025, on est quand même, elles sont marquées, bon, 2024 plus que 2025, mais 2025, ça sera encore le cas, marqué quand même par un procès en France assez incroyable. Euh, le procès
j'ai oublié le nom de famille, Pellico, l'affaire Pellico, voilà, qui, bon, moi, m'a profondément choquée, mais ça, c'est, voilà, je pense comme tout le monde, et qui a été, je trouve, mais qui est venu, en tous les cas, qui a eu le mérite de faire passer de dénoncer une pratique qui était quand même, enfin, en tous les cas qu'on trouvait beaucoup. Moi, je fais beaucoup de psychogénéalogie qui était très courante dans les familles, qui était celle du viol matrimonial dont on ne parlait strictement jamais, qui a eu le mérite de mettre de la justice, on était en année 8, en 2024, sur un sujet de ce type et d'aller défendre des droits des femmes sur un plan plus large, de faire passer les accusés de comment de faire passer les hommes en fait sur le banc des accusés et de les condamner. Ces hommes coupables, évidemment, parce qu'il y a des hommes qui sont nos alliés et c'est génial. Mais voilà, donc je trouve que sur ce plan-là, l'année universelle 9, pourquoi pour moi elle est toujours concernée? Parce qu'il y a quand même un certain nombre des accusés et des condamnés qui ont fait appel. Et la fin du procès, ce sera en 2025. Donc je trouve que quand on regarde au prisme de l'actualité, rien que ça, ce cycle qui vient de s'étendre, ben, on voit bien comment le féminin, la défense du féminin, les valeurs du féminin, les qualités du féminin, que ce soit par le prisme des droits des femmes, mais plus globalement, quand on touche aux différentes dimensions du féminin, sont en train de prendre de plus en plus de place. Ça me fait penser, en 2018, j'ai participé à un stage d'astrologie et d'astrothérapie, on va dire, en Grèce, avec un astrologue américain qui s'appelait Kay Pacha. Et Keipacha, quand il nous parlait de l'arrivée de Pluton en Verseau notamment, il nous disait qu'on arrivait, ce que je dis souvent, hein, ce que j'ai pas mal dit dans les causeries, dans une ère de post. Et il parlait de post-patriarcat. Et il disait que c'était l'ère des femmes, l'ère du féminin en tous les cas, qui était en avènement. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui se joue et qui est très en lien avec la vibration du neuf et avec les mouvements planétaires astrologiques. Et, euh, et 2025, hein, ça se termine par du 5, le 5 qui nous parle de mouvement de la vie, de changement, d'inattendu, de nouvelles expériences au service de l'évolution, d'une plus grande évolution sur un plan collectif, mais évidemment sur un plan individuel aussi. Donc ça, je voulais vous amener ça en introduction parce que vous allez voir comment ça résonne avec les mouvements, notamment les mouvements astrologiques qui sont incroyables cette année. Donc, je vais quand même faire un petit point sur la numérologie avant de passer à l'astrologie, mais vous verrez que je ferai des liens à chaque fois ensuite entre les mouvements astrologiques et ce que j'aurais dit sur le plan numérologique juste avant. Donc, la fin d'un cycle collectif, je l'ai dit, une année universelle 9, c'est une année qui nous parle du temps des récoltes, hein, de l'heure du bilan et de la prise de hauteur, de la fermeture de certains chapitres de l'histoire, puisqu'on est sur un plan collectif. Donc, la fin de ce cycle et le temps des récoltes, de ce qui a été semé depuis 9 ans. C'est une vibration qui nous parle d'ouverture à de nouveaux horizons, et ça, c'est important. D'ouverture au monde, c'est une invitation à dépasser nos frontières physiques, nos frontières mentales, nos frontières psychiques. J'en reparlerai de ça aussi dans la suite. Une ouverture à l'autre, à l'altérité, à l'étrange. Parce que ouverture à l'autre, à l'altérité, c'est pas qu'à l'autre l'étranger, c'est aussi à l'étrange, à l'étrangeté, à ce qui nous dépasse, euh, à l'étrange, à ce qu'on ne connaît pas, à l'inconnu, mais aussi à l'être ange, hein, en langue des oiseaux. Donc, à mon sens, ça nous parle aussi d'une forme d'ouverture spirituelle qui est déjà engagée depuis un certain temps, mais il y a une autre dimension ici de connexion et d'alignement avec notre réalité spirituelle qui est possible, à mon sens. En tous les cas, c'est une invitation de cette année-là. Voilà. Donc, s'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles explorations, permettant de développer une vision plus large au service du collectif. Une année 2025 qui nous parle d'ouverture de cœur avec une invitation à être dans la diffusion de valeurs humanistes, de valeurs de tolérance, de partage, de paix. Quand on sait un quart des pays du monde est en guerre, hein, 50 pays sur 200, voilà. On peut aspirer en tous les cas à la diffusion de ces valeurs de paix, d'amour inconditionnel, de sensibilité à l'humanité comme valeur centrale. Ça nous parle de ça l'année 9. Ça nous parle, cette année 9,
voilà, au-delà de ce cœur, ça nous parle d'expansion de conscience, euh, de changement de paradigme philosophique. Vous verrez qu'on retrouve vraiment ça dans les mouvements planétaires astro. D'une spiritualité qui soit ancrée dans le quotidien. Mais ça, Neptune en poisson, là, qui se termine, Neptune qui a été en poisson depuis un certain nombre d'années, nous a déjà aidé à aller recontacter cette spiritualité. Et Saturne, qui est arrivé dans le signe du poisson il y a 3 ans, eh bien, a aidé à cet ancrage de la spiritualité dans le quotidien, à sortir d'une forme de spiritualité perchée, d'une forme de spiritualité fuite, pour, je dirais, vivre la spiritualité dans les petits détails du quotidien. Voilà. Donc, valorisation des perceptions extrasensorielles, je l'ai déjà dit. Je passe un peu vite sur la numérologie parce qu'on va beaucoup répéter, enfin, je vais beaucoup répéter tout ça sur le plan astro. Donc, l'année universelle 9, à mon sens, c'est aussi une invitation à la co-création de projets innovants. Bon, vous savez, moi, j'aime bien ces dimensions-là. Je suis une uranienne. Alors, il se trouve que je suis aussi une neptunienne et une lunaire, mais dans mon thème d'astro, voilà, je suis une uranienne. J'ai une planète Uranus qui est assez forte et puis une lune en Verseau avec 2 maisons en Verseau. Donc, la vibration de la co-création des projets innovants, voilà, qui est une vibration très Verseau et dont j'ai beaucoup parlé avec l'entrée de Pluton en Verseau, ben là, l'année universelle 9, la vibration du 9, c'est une vibration d'ouverture au monde, d'ouverture au collectif, de fédération, euh, voilà, de faire ensemble en fait, et de faire ensemble pour faire avancer le monde, pour faire avancer l'humanité, de développer des innovations sur tous les plans, que ce soit environnemental, social, politique, humaine, scientifique, technologique, que l'on met au service du mieux-être global. Donc, on est dans cette vibration avec l'année 9 de gestation du prochain cycle. Gestation du prochain cycle par le biais d'échanges, de partage, de transmission. Voilà, à mon sens, sur le plan numérologique, ce que vient nous dire cette année 2025. Alors, je ne vais pas m'arrêter. Je les ai juste mis là pour les personnes qui vont réécouter en replay, ou vous, si vous voulez y revenir, la causerie. Donc, évidemment, ce dont je vous ai parlé, ce sont les énergies universelles de 2025. Mais nous vivons chacun, chacune, ces énergies collectives qui nous touchent tous hein, et toutes, mais on les vit à notre propre rythme, à notre propre diapason. Et c'est ça qu'on appelle l'année personnelle. Et c'est pour ça qu'une année personnelle, ça prend effet en même temps qu'une année calendaire. Je l'ai déjà dit, janvier, décembre, même si on est d'accord que c'est pas une science exacte et que les vibrations, elles se font sentir un peu avant et encore après. Mais voilà. Donc, j'ai mis cette diapo juste pour que les personnes qui souhaitent recalculer leur année personnelle et voir comment elles vibrent puissent le faire, mais je ne vais pas détailler. Et j'ai remis cette diapo que j'avais déjà mis pour le bilan de 2024, où chacune des vibrations de chacune AP, c'est les années personnelles. Hein. Chacune des années personnelles, j'ai mis quelques mots-clés pour que vous puissiez voir comment est-ce que les invitations collectives de 2025, tout ce que je viens de dire autour des énergies de la vibration, des vibrations du neuf, et comment est-ce que vous les vivez intérieurement, comment est-ce que vous êtes appelé à les vivre et à vous en saisir pour aller nourrir vos années personnelles. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez couper les micros, s'il vous plaît? Sinon, parce que je ne sais pas comment le faire avec le. J'entends des petits calculs en arrière-plan. Voilà pour la numérologie. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le pan numérologique? Non? Évidemment, si vous avez des questions, il faut rallumer les micros. Ok. Alors, je vais passer au plan astro. Si vous avez des questions, vous me les posez euh, en live, pas par écrit, parce que je ne sais pas comment accéder en fait à la messagerie en même temps que je parle et que je raconte tout ça. Donc sur le plan astrologique, en 2025, c'est une année exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de changements de signes, de planètes importantes qui se font en même temps dans une période très courte. On a eu Pluton qui est passé en Verseau au mois de novembre.
qui est passé définitivement, enfin définitivement pour les 20 prochaines années, en Verseau au mois de novembre. Mais au-delà de Pluton, il y a dans la foulée de Pluton, il va y avoir là, dans quelques jours, au-delà des planètes, dans quelques jours, il va y avoir aussi l'axe des nœuds lunaires qui change d'axe de signe. Et puis, dans la foulée, on aura, et je vais y revenir en détail, hein, Neptune puis Saturne qui vont toutes les deux passer du signe du Poisson au signe du Bélier. Et ensuite, Uranus qui est en Taureau depuis 2018, qui va arriver en Gémeaux. Donc, c'est ce qu'on appelle les transsaturniennes, hein, les planètes collectives, c'est Uranus, Neptune et Pluton. Et puis Saturne est aussi dans l'histoire. Donc, on a 4 planètes. Et ce sont des planètes qui ont des cycles longs. C'est pour ça qu'on les appelle des planètes lentes ou des planètes collectives. C'est-à-dire comme elles restent longtemps dans un même lieu et qu'elles reviennent à une même position au bout d'un certain nombre d'années, et ben à chaque fois qu'elles passent quelque part, ces planètes-là, leurs effets vont être assez importants sur un plan collectif d'abord, mais aussi sur un plan individuel selon comment elles viennent aspecter, toucher certains points sensibles de vos thèmes. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'individuel, là je vais vraiment me focaliser sur du collectif. En revanche, si ça vous intéresse d'aller voir ça, vous verrez que sur chaque slide, j'ai fait comme pour la dernière causerie, j'ai mis les symboles associés à tout ce dont je vais parler. Et je vous invite à revisualiser le morceau de la précédente causerie où je parlais des différentes maisons et de comment, de ce que viennent nous dire les différentes maisons en astrologie. Et puis vous pouvez regarder comment les différents aspects, comment les différents mouvements des planètes, quelles maisons les différents mouvements des planètes viennent mettre en valeur dans votre thème. Où est-ce que Saturne, Neptune, Uranus, Pluton se situent dans votre thème, dans quelle maison? Voilà, où est-ce que se situe le signe du Bélier et le signe du Gémeaux dont on va pas mal parler, mais aussi l'axe Poisson-Vierge. Donc voilà, ces grands transits, ces grands changements, et il va y avoir des moments d'alignement particuliers, notamment 4 temps forts pendant l'année, d'alignement incroyable et d'alignement inédit pour les personnes qui ont suivi le sommet de la conscience. C'est Anna Sandrea là qui disait, alors j'ai essayé de chercher de quel astrologue elle parlait, mais j'ai pas trouvé. Elle disait que il y avait un astrologue historien hispanique qui était remonté sur les ciels mondiaux, un petit peu les mouvements planétaires mondiaux, jusqu'à Jésus-Christ, jusqu'à la naissance de Jésus-Christ, enfin l'avènement du christianisme en tous les cas, jusqu'en l'an 0, et qu'il n'y avait jamais eu autant de mouvements planétaires en une période de temps aussi courte. C'est la première fois en fait qu'il y a ces 3 transsaturniennes plus Saturne qui bougent en même temps, parce qu'on est sur une période de 6-7 mois en fait, où pendant 6-7 mois, de novembre à juillet, là, ou 8 mois, eh bien, ces grosses planètes, là, ces planètes importantes, elles bougent toutes en même temps et elles changent toutes de signe. Et les changements de signe en astrologie, ben, c'est un peu comme en numérologie, quand on passe d'une énergie à une autre, en fait, on change totalement d'énergie. C'est-à-dire que là, on était jusqu'à présent dans ces planètes-là. Ces planètes, elles venaient vraiment, elles étaient dans des signes de terre et d'eau, notamment Uranus en taureau, signe de terre, et Saturne, Neptune en poisson, signe d'eau. Donc on était plutôt sur des énergies, je dirais, d'intériorisation. Là où, là en 2025, ces planètes-là, elles passent dans des signes de feu et d'air, puisque on a Neptune et Saturne qui arrivent en Bélier, qui est pour le coup le premier signe du zodiaque, un signe d'impulsion créative. Et puis on va avoir Uranus qui va arriver en Gémeaux, qui est un signe d'air. Donc là, on va être vraiment plus dans des formes d'extériorisation. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce que ça, vibratoirement, il y a un changement de paradigme vibratoire en fait en 2025 avec ces mouvements planétaires. Je précise que ces mouvements planétaires importants, ils se font là en 2025, mais sur la première partie de l'année, fin 2025, Saturne, Neptune, Uranus vont retourner dans leurs signes enfin, dans les signes desquels ils proviennent, donc en Poisson et en Taureau, pour quelques mois, et puis pour se réinstaller durablement en 2026 dans ces nouveaux signes. Mais ce qu'on observe sur le plan astrologique, c'est que c'est l'impulsion, c'est les premiers passages souvent dans un signe
de planètes dans un signe, ils vont donner l'énergie, l'impulsion de ce qui va se jouer derrière. Et je vous ai amené, vous allez voir, des exemples d'actualité mondiale en lien avec les mêmes transits astrologiques, mais sur le plan historique, et vous allez voir comment c'est intéressant. Donc ces grands transits, ils amènent, pour moi, ils viennent renforcer ce que j'ai dit sur l'année universelle 9, hein, expansion de conscience, harmonisation et nouveaux horizons collectifs. Quand en 2020, il y a eu le Covid, en fait, il y a eu pas mal d'astrologues qui se sont exprimés et qui disaient que bah ça, ils en ont parlé aussi dans le sommet de la conscience. Là, Todd et Emeraude, enfin Todd surtout, qui a beaucoup parlé d'ailleurs, j'ai trouvé. C'est très intéressant ce qu'il disait, mais j'ai trouvé que Emeraude ne parlait pas, n'a quasiment pas parlé. Euh, mais donc les deux astrologues qui sont intervenus dans le sommet de la conscience, donc l'homme, Todd, Emeraude, la femme. Euh, et donc, ils disaient ça, en fait. Et c'est vrai qu'ils annonçaient qu'on en avait pour 4 ans. 2020-2024, 4 ans où énergétiquement, ça allait être intense, voilà, où ça pouvait manquer de fluidité, où ça allait venir un petit peu nous gratter intérieurement, hein, nous amener à descendre dans des profondeurs, à transformer, où ça allait pas forcément être doux. Et l'année 2025, alors, on ne sait pas, moi je ne suis pas devine, je ne suis pas voyante, je ne sais pas ce qui va se passer, mais sur le plan astrologique, il y a quand même vachement de douceur qui est annoncée. Donc on va voir comment ça va se jouer. Euh, donc les grands mouvements, ben, ça je vous en ai parlé, hein. Pluton Verseau, ça c'est ce qui vient de se passer, voilà, ça c'est l'agenda des grands mouvements là pour 2025. Donc on voit, hein, ça se joue de novembre, quand Pluton est entré en Verseau, jusque juillet, Uranus en Gémeaux. Donc, c'est vraiment, c'est successif. Ces mouvements, ils sont successifs. Voilà, donc ce que je vous disais, hein, je vous ai mis les planètes à chaque fois et les signes à côté, si vous voulez aller voir dans votre thème. Ça, c'est pas des planètes, les nœuds lunaires, mais voilà, je vous ai mis à chaque fois. Donc, avant de pas, voilà, parce que c'est le premier événement qui survient, donc je vais commencer par là. Avant de rentrer dans les mouvements des transsaturniennes, je vais vous parler d'abord des nœuds lunaires. Donc les nœuds lunaires, ils ont un cycle de 18 ans et demi à peu près. Pour faire le tour du zodiaque, ils prennent à peu près 18 ans et demi. Et donc, jusqu'à maintenant, depuis 18 mois, les nœuds lunaires étaient dans l'axe Balance-Bélier. Donc, je répète, l'invitation des nœuds lunaires Balance-Bélier, c'était euh, de sortir d'une forme de caméléonisation, de cesser en fait de vouloir plaire aux autres et donc comment de tout faire pour être aimé, de tout faire pour plaire en nous soumettant d'une certaine manière aux attentes sociales. Pour oser, avec le nœud lunaire en bélier, oser être soi, hein, c'est l'audace d'être soi, le bélier, hein, c'est le courage d'être soi. Donc, c'était un peu l'invitation de ces nœuds lunaires. En Vierge Poisson, là, on est sur une toute autre énergie. On entre dans l'axe de la purification, de l'inspiration, de l'ouverture et du service à l'humanité. Donc, ça vibre bien neuf quand même, toute cette histoire-là, hein. Euh, le nœud sud, là, donc, il est jusqu'en juillet 2026 en Vierge, et puis le nœud nord en Poisson. Donc le nœud sud, c'est ce qu'on est appelé à laisser derrière soi, et le nœud nord, c'est les nouvelles expériences qui nous sont proposées. Donc là, l'idée, c'est avec le nœud sud vierge de sortir de nos enfermements mentaux. Je parlais tout à l'heure, je ne sais plus comment je l'ai dit, mais de nouveaux paradigmes intellectuels ou mentaux, etc. Ben c'est ça, sortir d'enfermements mentaux pour s'ouvrir au message de notre âme. Lâcher le contrôle, la Vierge, elle est extraordinaire, la Vierge, pour plein d'autres points, mais quand on parle de sud, on parle plutôt des dimensions à laisser derrière soi, donc des dimensions involutives du signe. Donc la Vierge, elle peut avoir cette tendance à être dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle. Pourquoi? Parce qu'elle a peur que son monde intérieur, que sa représentation du monde éclate, et elle a peur de devenir folle si sa représentation du monde éclate. Donc là, il y a cette idée de lâcher le contrôle et d'accepter de sortir de ces représentations mentales qui peuvent être limitantes, donc de ces limitations que l'on s'impose pour s'ouvrir au champ des possibles, s'abandonner à plus grand que soi avec la vibration poisson. C'est vraiment un axe Vierge-Poisson de guérison de l'âme, où le cœur et les sensibilités extrasensorielles deviennent des ressources de premier plan
on est invité à sortir du mental, en tous les cas, à sortir du mental inférieur. J'avais suivi des formations en énergétique avec une personne extraordinaire, Lise Coupel, qui est dans le Morbihan. Et je me souviens qu'elle nous avait parlé de différentes dimensions du mental. Elle nous avait parlé, ça m'a beaucoup marqué, du mental inférieur. C'était les lunettes sales, hein, le mental inférieur. C'est tous ces enfermements, toutes ces limitations, toutes ces histoires qu'on se raconte, ces croyances, ces peurs qui font qu'on ne voit pas le monde ou qu'on ne voit le monde qu'au travers, qu'au prisme de ces limitations. Donc, c'est ces lunettes sales. Et donc, c'est ce mental-là avec la Vierge qu'on est appelé à lâcher, je dirais, pour s'ouvrir à plus grand. Et on va voir que le mental supérieur, qui est la vérité, je dirais, de notre âme, hein, qui est cette reliance directe avec notre âme, eh bien, celle-là, c'est Uranus qui va nous en parler, et la vibration du Verseau dans lequel est entré Pluton. Et ça, on va voir que ça va être aussi, ça va être l'année du mental supérieur. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, c'est nos lunaires, lâcher le contrôle des limitations, sortir des enfermements mentaux pour s'ouvrir au message de l'âme. Voilà. Donc, cœur, sensibilité extrasensorielle comme ressource. Et j'ai eu une question en amont de la causerie, une question par rapport aux alignements. Alors, la personne me posait la question de l'alignement de fin janvier. Donc, fin janvier, début février, là, eh ben, on est justement dans cette vibration-là. Et ça, c'est quelque chose aussi d'assez extraordinaire qui se joue là sur le début de l'année 2025. Et c'est demain, hein, c'est le premier, là, fin janvier, début février. Ça commence autour du 29 janvier. Et il y a deux grands alignements qui vont survenir dans le signe du poisson. Un alignement planétaire à 28 degrés et un alignement planétaire à 29 degrés. Donc, suite 28 degrés, c'est là, la fin janvier, début février. Et suite 29 degrés, c'est fin mars. Et il se trouve que c'est le jour de mon anniversaire en plus. Donc, je me dis que c'est plutôt chouette. Euh, donc, quelle planète s'aligne? On a Saturne. Alors, Saturne n'est pas à exactitude à 28 et 29. Saturne est juste avant, mais pour moi, elle vient teinter quand même cet alignement. Et puis, on a surtout Lune, Vénus, Neptune qui s'alignent avec le nœud nord. Souvenez-vous, le nœud nord, les nouvelles expériences qui nous sont proposées. Et Lune, Vénus, Saturne, ce sont les trois planètes féminines du zodiaque. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'avènement du féminin, hein, de cette valorisation des qualités du féminin, qu'elles s'expriment chez les femmes ou chez les hommes, bien sûr. Et ça, c'est ce que Thoth disait là, dans le sommet de la conscience, hein. Il nous parlait de féminin sacré. Il a beaucoup parlé de féminin sacré. Effectivement, cet alignement planétaire, ces alignements planétaires, ils peuvent venir nous parler d'une forme de sacralisation des qualités du féminin ou voilà, de mise au premier plan du féminin sacré, comme il l'a dit lui. Mais au-delà de ça, pour moi, on est aussi sur une forme de spiritualisation de l'inconscient collectif avec tout un ensemble de pratiques qui peuvent être encore plus intéressantes et importantes. Ça, il en parlait aussi de la méditation, mais voilà, tout ce qui est aussi art inspiré, pratique de reliance, c'est vraiment une période qui est propice aux alignements intérieurs. Et ces nouvelles expériences, elles nous amènent à accueillir notre réalité spirituelle et à incarner. C'est pour ça que je parlais de Saturne, parce que Saturne est juste avant et c'est comme si Saturne donnait le ton de cet alignement. Donc à incarner dans la matière, hein, à faire descendre dans la matière, hein, Saturne, c'est une planète qui nous parle de matière, notre réalité spirituelle, à incarner les désirs de notre âme. On est ici avec Vénus, une planète qui nous parle des désirs de notre âme, voilà, de notre moi supérieur, à incarner notre moi supérieur. Donc, ce sont deux alignements qui peuvent justement nous aider à ça. Et j'ai regardé aussi, j'ai parlé des degrés, parce que les derniers degrés, 28 et 29 degrés, notamment le 29e, mais le 28e aussi, enfin, les derniers degrés d'un signe, en général, on considère en astrologie que quand des planètes se situent, quand il y a des mouvements au niveau des derniers degrés d'un signe, l'énergie du signe va être renforcée, exacerbée. C'était comme si c'était le point de culminance. Avant de sortir de cette énergie pour aller vers une autre, c'est comme si on se prenait un gros shoot de cette énergie une dernière fois.
Et là, du coup, c'est intéressant. Donc, j'ai regardé, j'aime bien moi aussi les degrés sabiens, là, les symboles sabiens d'Ayn Rudyard. Donc, j'ai été regarder ce que ça venait nous dire, hein. Le système sabien, c'est un système, euh, c'est le système aussi du Yiking. Donc, si vous connaissez, c'est le système qui nous permet d'aller saisir les mystères des degrés astrologiques. Donc, j'ai regardé 28 et 29 ce que ça vient dire. Et donc, 28e degré, ça nous parle, alors je vous l'ai traduit parce que c'est parfois un peu énigmatique, les symboles sabiens, mais j'ai essayé de le traduire comme je le comprenais. Ça nous parle d'une impulsion instinctive à grandir pour satisfaire les désirs de notre âme, pour donner pleinement réponse aux besoins essentiels de l'individu. Et on est vraiment ici, donc au mois de fin, début février, fin janvier, là, dans une vibration d'abondance, des récoltes associées justement à la satisfaction des désirs de notre âme. Donc plus on s'aligne avec notre mission d'âme, si on peut le dire comme ça, ou plus on s'aligne avec les aspirations de notre âme, hein, de notre être spirituel, et bien plus les récoltes sont abondantes. C'est le message de ce premier alignement-là. Et l'alignement de fin mars, lui, au 29e degré, il nous parle de l'expérience de l'unité intérieure qui est merveilleuse et éternelle, mais que cette expérience-là, qui est aussi l'expérience en lien avec la vibration poisson, bien sûr, le poisson, avec la vibration poisson, il n'y a plus de limite entre le monde matériel et le monde spirituel, il n'y a plus de limite entre moi et les autres. On est vraiment dans cette unité, dans cette osmose, hein, avec la vibration poisson. Et bien là, ça nous dit, au 29e degré, que cette unité intérieure, que cette osmose, elle peut s'exprimer de multiples façons et dans de multiples détails, et que pour pouvoir s'exprimer, elle a besoin que l'on puisse exprimer, comment, pour pouvoir se manifester, elle a besoin que l'on puisse exprimer notre individualité. Elle a besoin de l'expression de la différenciation. Donc, en fait, ce que ça nous dit, c'est que on est dans c'est un peu je suis le tout et le tout est en moi, mais c'est aussi le tout est en moi et ça fait de moi un être singulier. Et celui d'à côté, il n'exprimera pas ce tout qui est aussi à l'intérieur de lui de la même manière. Et là, on est vraiment dans la transition entre les vibrations du poisson et du bélier. Le poisson qui est vraiment ce signe qui nous parle d'inconscient collectif, là où le bélier, il vient nous parler d'individu. C'est le premier signe du zodiaque. Si on prend ça sur le plan du cycle de la vie, du cycle de la vie humaine, eh ben, le poisson, c'est le vieillard qui est, mais même au-delà, je dirais que c'est l'âme de la personne qui est en train de quitter le monde terrestre pour monter vers le monde spirituel. On est sur l'énergie de fin de vie avec la vibration poisson. Là où le bélier, c'est le nouveau-né. C'est le nouveau-né. Donc le nouveau-né, il n'est pas dans la conscience du monde qui l'entoure. Le nouveau-né, il crie, je veux, je suis là et c'est moi d'abord. Donc on voit comment en fait ici, avec cet alignement au 29e degré du poisson, on a ce glissement entre à la fois cette unité intérieure, ce grand tout qui s'exprime à l'intérieur de chaque être, mais en même temps un appel à exprimer la singularité de chacun. Et c'est dans l'expression de cette différenciation que l'unité se fait aussi. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je vous raconte. Donc ça, c'est en lien avec les nœuds lunaires. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que cet alignement, c'est pas juste un alignement planétaire, c'est qu'on est sur un alignement avec le nœud nord. Donc, le nœud nord, ce sont les nouvelles expériences que la vie nous propose sur un plan collectif et sur un plan individuel. Donc, c'est chouette. On peut se dire que là, il y a des nouvelles explorations qui vont s'ouvrir à chacun de nous, à chacune de nous. D'ailleurs, sur ce plan, hier soir, c'est rigolo, on est dans ces vibrations-là, hein. Hier soir, on m'a proposé, il y a Jody Spensa qui vient animer une retraite en Suisse, et on m'a proposé d'aller de partir fin février, donc on m'a proposé de participer, une amie qui m'a proposé de participer avec elle à cette retraite. Moi, j'ai jamais participé à des trucs comme ça où il y a des milliers de personnes, des expériences spirituelles comme ça à grande échelle, donc je vais y aller. Mais je trouve que c'est très en lien avec ces nouvelles expériences que l'âme nous propose. Voilà, c'est rigolo. Euh,
Voilà pour cette première dimension de l'actualité astro. Alors, ça, je l'ai remis, donc premier passage, mais on en a déjà parlé, donc je m'y arrête pas. Pluton est entré en Verseau le 19 novembre pour 20 ans. Ça nous parle, à mon sens, d'individualisme collaboratif et fraternel, d'individuation co-créatrice, de faire société autrement, en observant le nouveau soi émerger et en se pensant comme un maillon précieux et indispensable de la grande chaîne humaine. Ça résonne aussi avec le 29e degré Sabian, je trouve, de ce que je viens de dire, hein. C'est que c'est par la différenciation que le grand tout aussi est possible. Voilà, Pluton Verseau. Donc, Neptune et Saturne qui entrent en bélier. Alors, ça vient nous parler de renouveau spirituel, de nouveaux chemins de conscience, de lutte pour la paix. Le dernier passage de Neptune en bélier, il a eu lieu entre 1861 et 1874. Et en 1861, s'est déclarée la guerre de sécession aux États-Unis. Et dans la foulée, il y a eu l'abolition de l'esclavage aux USA. Donc, on voit comment il peut y avoir avec, et puis de la même manière, sur le plan de l'actualité mondiale, la dernière, donc on a Neptune, bélier, que je ne me perde pas, et là, ce qui est extraordinaire, c'est que Neptune passe donc fin mars, le 30 mars, et Saturne rejoint Neptune le 25 mai. Donc, dans la foulée, hein. Et ces deux planètes-là, elles vont faire conjonction, elles vont se rencontrer. Alors, elles se sont déjà rencontrées avant en Poisson, mais là, elles se rencontrent avec exactitude et, pardon, elles se sont déjà rencontrées en Capricorne, pas en Poisson. Mais là, elles se re-rencontrent avec exactitude 36 ans après leur rencontre en Capricorne. Et c'était la dernière conjonction donc de Neptune et de Saturne. C'est un cycle là pour le coup de 36 ans. La dernière conjonction, elle a eu lieu en 1989. Et 1989, eh ben, c'est la chute du mur de Berlin. Et la chute du mur de Berlin, ça symbolise la fin de la guerre froide. Donc ça symbolise la fin des régimes communistes en Europe de l'Est. On est sur un nouveau paradigme politique, sur un nouveau paradigme humain, voilà, sur un nouveau paradigme social. Donc on est vraiment ici, pour moi, Neptune, Saturne en bélier, ce que ça peut venir nous dire, ça nous parle de renouveau, de nouveaux chemins de conscience, de lutte pour la paix. Parce qu'on est quand même dans une vibration bélier. Donc je vous parlais, vibration bélier, c'est un signe de feu. On est dans des vibrations d'extériorisation, d'impulsion créative. Le bélier, c'est un guerrier, hein, mais sur un plan évolutif, c'est un guerrier de paix, c'est un guerrier de lumière. Euh, quand il, quand il s'engage dans les bonnes luttes, évidemment. Et avec Neptune, qui est intéressant en fait ici, c'est qu'on est sur des rythmes qui en apparence semblent antagonistes. C'est-à-dire que je vous ai dit que le bélier, c'était vraiment le premier signe du zodiaque. Donc on est dans un signe qui nous parle de l'immédiat. Quand bébé a faim, bébé pleure, il s'en fout que ce soit le jour, la nuit, que maman dorme, que papa dorme, que ce soit pas le bon moment. Il hurle parce qu'il veut qu'on réponde, qu'on satisfasse immédiatement ses besoins parce que c'est son moyen pour lui de survivre et qu'il est dépendant de ses parents pour sa survie. Mais bref, on est dans une vibration bélier, une vibration qui nous parle d'immédiat, de survie immédiate, dans une vibration qui nous parle d'action rapide, d'action immédiate, et dans une vibration, comme c'est le premier signe du zodiaque, de guide, de défricheur, d'impulsion, celui qui montre le chemin. Donc, on est dans ces vibrations-là, avec la vibration bélier. Là où Neptune, et Saturne, mais Neptune notamment. Neptune, c'est la planète qui est associée au signe des poissons. Donc, la vibration juste avant. Là, Neptune, le poisson, on est sur une vibration d'inconscient collectif, de diffusion lente et un peu, une diffusion un peu, comment ça s'appelle Euh, un peu comme des aérosols, vous voyez, un peu de façon diffuse, hein, tout simplement, des nouvelles, des idéaux, voilà, des idéaux pour le monde, des idéaux pour l'humanité. On est mais dans un rythme du coup beaucoup plus lent, parce que Neptune, son cycle est de 164 ans. Neptune, mais ça fait 164 ans que Neptune ne s'est pas trouvé dans le signe du Bélier. Neptune reste environ 14 ans dans chaque signe. Donc c'est vraiment une planète lente. C'est la seconde planète la plus lente après Pluton. Donc on est sur
ces rythmes différents entre Neptune et le Bélier. Mais la rencontre ici, avec en plus Saturne qui vient. euh, Saturne, elle est intéressante ici parce qu'elle permet de prendre conscience, là où le Bélier, il est impatient. Saturne amène cette conscience que le temps est un allié et qu'il faut du temps pour structurer, pour construire, pour bâtir du solide, du pérenne. Saturne, ça va amener une forme de maturité au Bélier qui peut être immature. Saturne va amener une forme de responsabilité, de structure. Donc, vous voyez, c'est difficile de le dire en une phrase, hein, mais voyez comment la rencontre ici entre Neptune et Saturne en Bélier, à mon sens, ça peut vraiment nous parler justement de lutte pour la paix, de construction pour construire la paix. Voyez, sur tous les plans en fait, ou pour diffuser, ça peut être aussi des luttes pour diffuser, voilà, pour diffuser des idéaux, mais des idéaux, pas des idéaux perchés, parce que Neptune tout seul, ça pourrait être des choses qui sont totalement déconnectées du réel, qui sont un peu... Neptune, le poisson, vous voyez, c'est un peu le signe des paradis artificiels. Euh, et d'ailleurs, c'est ce que le passage de Neptune en poisson nous a aidé aussi à faire, c'est à prendre conscience, à nous reconnecter avec une vibration spirituelle, mais une vibration spirituelle qui peut s'ancrer dans le quotidien avec le passage de Saturne en poisson, mais et à sortir de hum, comment d'une forme de d'une manière de ce qu'on pouvait avoir de se fourvoyer par le biais de paradis artificiels. Ça peut être les paradis artificiels, donc la spiritualité doudou, la spiritualité perchée, le New Age, tout ça. Mais ça, c'est derrière, avec Neptune et Saturne Bélier. Pour moi, ce que ça vient nous dire, en quoi ça peut nous aider, c'est que le Bélier, par ses impulsions créatrices, son feu créateur, il vient nous aider à impulser des actes, à poser des actes. En fait, le bélier, il agit, hein, donc à poser des actes, à défricher des chemins, à montrer des chemins, à guider pour faire descendre dans la matière les idéaux diffusés par Neptune. Et donc Neptune, c'est vraiment la planète de la paix, de la tolérance, de l'ouverture de cœur, de l'ouverture au monde. Voilà, on est dans toutes ces vibrations. Ça nous parle aussi des vibrations neuves de l'année 2025. Donc voilà, donc là, il y a vraiment une rencontre des mondes de la matière avec Saturne et des mondes du spirituel avec Neptune qui vont être nourris par le feu créatif du bélier. Voilà. Donc, grand transit important qui va avoir lieu toute l'année parce que de mémoire, il me semble que euh, c'est à partir du mois de septembre-octobre que Neptune-Saturne refont un petit voyage en poisson pour revenir début 2026 en bélier. Mais donc là, on a quelques mois devant nous quand même pour voir, pour appréhender, on a 6 mois pour appréhender un petit peu ce que ça peut amener comme effet ou ce que ça vient nous dire, ce passage de Neptune-Saturne en bélier. Alors, Saturne ne restera pas aussi longtemps en bélier que Neptune. Neptune restera en bélier jusqu'en 2045, il me semble, à peu près. Ouais, je dis pas de bêtises. J'ai pas mes notes sous les yeux, donc bon, à peu près 14 ans, on est en 2025, non, 2039 à peu près. Mais Saturne, oui, oui, à peu près 2039. Mais Saturne va y rester 3 ans, quoi. Saturne, son cycle, il est plus rapide, c'est un cycle de 30 ans. Donc Neptune-Saturne bélier, suivi d'Uranus en Gémeaux. Et là, vous voyez, c'est les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous avez vu avant, mais je mettais des couleurs en lien un petit peu avec les éléments. Et bien là, on a les mêmes couleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Uranus, elle va agir un peu comme un poisson dans l'eau ou comme un oiseau dans l'air plutôt en Gémeaux. Là, on est là où Uranus en Taureau jusqu'à maintenant. Ben Uranus Taureau, là encore, on était sur des énergies un petit peu antagonistes, si on peut dire ça comme ça, parce que la vibration de Taureau, c'est une vibration un peu, c'est une vibration de bâtisseur, donc en lien avec la matière, en lien avec la terre, l'environnement, le fait de construire, de bâtir de la sécurité, de trouver sa place. Donc le taureau aime le connu, aime le confort du connu. Et Uranus, c'est la grande libératrice de l'immobilisme. C'est celle, en tous les cas en taureau, elle est venue nous forcer à sortir du connu de manière plus ou moins attendue et plus ou moins soudaine.
en nous forçant à nous ouvrir à de l'inconnu total. Voilà, Uranus, c'est l'inconnu qui survient soudainement. Donc en taureau, ça a pu être un petit peu inconfortable. Là où en Gémeaux, qui est un signe qui nous parle d'ouverture, de curiosité, d'échange, de rencontres, de voyage, de voyage, déplacement, petits déplacements et tout ça, de mouvement en fait. La vibration Gémeaux, c'est une vibration de mouvement. C'est un signe, vous voyez, la vibration taureau, c'est un signe fixe, on ne bouge pas. Et d'ailleurs, une des dimensions involutives du taureau, c'est vraiment d'être englué, immobile. Là où le Gémeaux, bon, dans ses dimensions évolutives, il peut être un petit peu trop versatile et justement un petit peu trop duel, mais dans sa dimension évolutive, le Gémeaux, il est mobile, il est adaptable, il est ouvert, il est aérien. Donc on arrive dans des vibrations aériennes. Et sur le plan des éléments, eh bien l'air, ça permet d'allumer le feu. Donc le feu du bélier, l'air du gémeaux. On a quelque chose ici qui est très harmonieux en fait et qui est très stimulant. Et d'ailleurs, la conjonction Neptune-Saturne dont je vous ai parlé, elle va être ce qu'on appelle en sextile. C'est un trait bleu sur les cartes, je vous montrerai tout à l'heure. Et ça, c'est un aspect stimulant. Donc, dans la carte du ciel, là, pour les prochaines années, il y a une harmonisation par la stimulation qui se fait entre ces planètes lentes. Donc, c'est pour ça que l'année 2025, à mon sens, c'est vraiment une année qui nous amène euh, euh, un renouveau, mais très positif, un renouveau porteur de paix. En tous les cas, c'est possible, et d'ouverture de conscience, des nouveaux horizons, mais vraiment avec quelque chose de l'ordre du renouveau. Donc Uranus Gémeaux, on est sur le plan des connaissances novatrices. Hein. Uranus, il est novateur. C'est l'innovation. L'innovation au service de demain. Donc on est aussi sur la vibration du neuf. Innovation au service de demain. Vibration année universelle neuf. Donc plan des connaissances novatrices. Des informations en Gémeaux qui émancipent avec Uranus. Uranus, c'est la grande libératrice. Uranus, alors ça, c'est mon formateur en astrologie des mémoires cellulaires qui dit ça, et j'adore cette image. Il dit que Uranus, c'est une planète qui peut amener des changements brutaux, soudains, foudroyants. C'est une planète qui foudroie. Et en langue des oiseaux, Uranus, elle foudroie. Elle nous foudroie. Elle nous verticalise. Elle nous permet de nous verticaliser pour aller justement contacter notre réalité, notre vérité spirituelle. Et ça, j'en parle souvent dans les causeries aussi, j'ai l'impression de tout le temps parler de ça, mais du cycle de l'individuation en astrologie. Il y a trois étapes de l'individuation en astrologie. Il y a l'étape de Mars, où si on reprend pareil le développement humain, l'étape de Mars, c'est le moment où le petit enfant peut quitter les bras de papa-maman parce qu'il apprend à marcher seul. Et quand j'apprends à marcher seul, je suis en capacité de choisir la direction dans laquelle je m'oriente. Donc, c'est la première étape de l'individuation. Je choisis ma direction, l'étape de Mars. J'agis dans la direction dans laquelle je souhaite agir. Saturne, ça va être l'étape de je deviens ma propre autorité, voilà, tout en restant conditionné, façonné par les lois familiales. Je deviens un adulte. Le premier retour de Saturne, il a lieu autour de 30 ans. Donc, je deviens un adulte, je me structure, je mûris, mais tout en restant attaché aux lois familiales, aux conditionnements familiaux et sociétaux. Et Uranus, la troisième étape de l'individuation, elle vient nous aider à rompre, à sortir, à aller au-delà, à transgresser positivement justement ces lois familiales, ces lois sociétales, ces lois sociales pour prendre conscience de notre réalité spirituelle et prendre conscience du fait que nous sommes sur cette terre pour contribuer d'une manière ou d'une autre. Ça peut être contribuer sur le plan familial d'ailleurs, mais pour apporter une contribution, pour évoluer, et c'est pour ça qu'elle vient nous apporter cette libération, pour nous permettre de nous émanciper, de nous affranchir des conditionnements familiaux et sociaux. Donc on est sur cette troisième étape de l'individuation avec Uranus. Et Uranus Gémeaux, ça amène de la légèreté, ça amène de la fluidité, ça amène une fluidification d'échanges inspirés. C'est l'inspiration qui descend. Je vous ai dit que moi j'étais une uranienne, j'ai une lune en Verseau, Verseau le signe associé à la planète Uranus.
ben, depuis quelques années, depuis que j'ai cette conscience-là, en fait, j'ai pris conscience que moi, mon fonctionnement, c'est que j'ai des fulgurances. J'ai des choses qui descendent, des fulgurances comme ça. Et quand j'ai des descentes fulgurantes d'inspiration, eh ben, il faut vraiment que je mette dans la matière parce que c'est le chemin, la direction à suivre. C'est mon âme qui m'envoie des informations. Et donc là, c'est un peu ça qui se joue sur un plan collectif. Pour moi, avec Uranus Gémeaux, on arrive dans des changements de paradigme intellectuels, politiques, sociétaux, scientifiques qui sont appelés à se diffuser largement. Euh, je vous ai mis l'exemple, vous voyez, il peut y avoir des descentes d'inspiration, de plus en plus de descentes d'inspiration avec des inspirations qui vont descendre pour tout le monde de la même manière, ou en tous les cas on va dire, le même type d'inspiration qui peuvent descendre un petit peu pour plusieurs personnes et chacun l'investira avec sa singularité. Je pense par exemple sur le plan thérapeutique, là on a les constellations familiales, c'est devenu une approche, une pratique, moi que je pratique du coup, mais c'est devenu super en vogue les constellations familiales. Il y a de plus en plus de constellateurs et de constellatrices et c'est super et chaque personne a sa propre personnalité en tant que constellateur et constellatrice. Mais c'est comme si cette approche-là, qui existe depuis les années 70 et diffusée depuis les années 90, mais elle était en train de se diffuser largement pour plein de monde en même temps. Bah, c'est un peu ça, Uranus en Gémeaux. Et pour vous illustrer, donc Uranus a un cycle de 84 ans. Reste 7 ans dans chaque signe, mais 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Et le dernier passage d'Uranus en Gémeaux, c'était entre 1942 et 1949. Donc, ça a coïncidé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et en France, ça a coïncidé avec, alors j'ai juste regardé en France parce que voilà, mais c'est une recherche, mais je trouve que c'est déjà très intéressant. Ça a coïncidé, hein, 45 notamment, il y a eu le vote des femmes en France. Les femmes ont été autorisées à voter, ce qui est quand même assez incroyable qu'il ait fallu attendre 45, mais bref, voilà, on observe que c'est avec le passage d'Uranus Gémeaux il y a eu aussi un avènement en France de la sécurité sociale, donc des nouveaux droits sociaux, une nouvelle manière de penser le travail et de penser la solidarité sur un plan politique et sociétal. Et puis, 42-49, bon, les années notamment 45, fin de Seconde Guerre mondiale, c'est le début des Trente Glorieuses. Donc, il y a quelque chose qui se fluidifie sur le plan des échanges, sur tous les plans de la société, je veux dire. Donc on voit, et ça c'est, voilà, 2025, on a cette arrivée d'Uranus en Gémeaux. Donc vous voyez déjà comment, pourquoi est-ce que 2025, elle est pensée sur un plan astrologique comme une grande année, comme une année qui est pleine de, je dirais, de promesses, mais de perspectives. Parce que, évidemment, les planètes, elles font pas le job toutes seules, hein. Elles sont là pour... c'était Todd qui dit ça, mais c'est ce qu'on dit en astrologie. C'est les planètes proposent et l'être humain dispose. C'est à nous, évidemment, sur un plan individuel et collectif, de saisir ces messages, de saisir ces inspirations pour pouvoir en faire quelque chose de constructif pour le monde. Voilà. Et donc, dernière chose, et puis après on pourra clore cette première partie de la causerie pour revenir à des échanges un petit peu plus intimes, je dirais, sur tout ça. Eh bien, on est dans une période de grande harmonisation sur toute l'année, hein, ça je vous l'ai dit, mais il y a 2 temps. Alors, ils en ont parlé dans le sommet de la conscience, mais je l'ai repris parce que je voulais vous montrer les cartes du ciel parce que je les trouve incroyables. Moi, j'aime bien en fait le graphisme des cartes du ciel. Et donc, au mois d'août et au mois de septembre, il va y avoir la formation de cerfs-volants. Et donc ça, c'est une des participantes à la causerie qui m'a fait remarquer ça et je la remercie profondément, elle se reconnaîtra. Parce que du coup, j'ai été regarder un petit peu et je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous avez suivi cette causerie, mais dans la causerie de la fin du mois d'octobre, où je vous parlais de la nouvelle lune en scorpion, je vous ai partagé une carte du ciel dans laquelle je vous disais que cette nouvelle lune en scorpion, elle avait un thème incroyable sur le plan astrologique parce qu'il y avait un cerf-volant qui se formait. Et cette participante à la causerie, ça lui a beaucoup parlé, ça l'a beaucoup interpellé, cette histoire de cerf-volant. Et donc, et j'avais regardé la symbolique du cerf-volant. Voilà, j'avais parlé un peu de la symbolique du cerf-volant, qui était une symbolique de lien, de dialogue,
entre les mondes. Et, et elle avait été regarder un petit peu et elle avait trouvé qu'au Guatemala notamment, il y avait des pratiques autour de la période de la Toussaint pour célébrer les morts qui étaient des pratiques qui consistaient à construire des cerfs-volants pour permettre justement ce dialogue, ce lien entre le monde terrestre et le monde, enfin je dirais le monde des vivants et le monde des défunts, mais le monde terrestre et le monde spirituel, si on étend. Et là, en fait, je trouve que c'est comme si cette nouvelle lune en Scorpion de la fin de l'année 2024, elle avait donné un ton particulier. Et moi, je trouve que la période de la temporalité Scorpion, c'est toujours une temporalité assez extraordinaire, même s'il y a beaucoup de personnes qui la craignent. Moi, j'ai vraiment appris à l'aimer, cette temporalité du mois de novembre, fin octobre à fin novembre, parce que c'est une temporalité qui nous force, qui nous invite, qui nous amène vraiment à descendre dans nos profondeurs sur tous les plans et à aller contacter nos dimensions plus obscures pour pouvoir justement engager les transformations nécessaires. Et c'est comme si là, cette nouvelle lune, elle avait un petit peu amené, donné le ton d'une certaine manière de cette grande harmonisation pour 2025. Alors, plus sur le plan des mondes des morts et des vivants, hein, ça c'est plus la vibration scorpion, mais là, on est vraiment sur une grande harmonisation du terrestre et du spirituel, nourri par le feu et l'air. On est dans quelque chose de très harmonieux sur le plan des cartes astrales que je vous présente là. Et donc, c'est donc Thoth qui parlait de ces cerfs-volants là. Donc, c'est ça les cerfs-volants, hein. Vous voyez, je suis en train de le dessiner. C'est le grand triangle bleu surmonté d'un petit triangle bleu. Donc ça, c'est le grand cerf-volant. Et la spécificité de ces cerfs-volants de 2025, c'est qu'ils relient les transsaturniennes. Vous voyez, on a Uranus, je vous disais, Uranus qui est en sextile, cet aspect stimulant. C'est ça, le sextile, l'aspect qui stimule. Avec Neptune-Saturne, et puis tout à 1 degré, quoi, au même degré. Et qui est relié harmonieusement, par ça, ça s'appelle un trigone, avec Pluton. Donc, on a ces transsaturniennes, toutes les planètes dont on vient de parler là, qui sont reliées entre elles et qui dialoguent ici pour le mois d'août avec Mars en balance en face. Donc là, on est vraiment sur, pour moi, voilà, il s'agit ici d'aller poser des actes euh, qui soient au service, comment dire, d'une harmonie. La vibration balance, c'est une vibration justement qui nous parle d'harmonie, de médiation, de conciliation. C'est une vibration qui nous parle d'être à l'écoute de l'autre, la vibration balance, qui nous parle de sociabilité, de rencontre, c'est les relations publiques aussi la balance, mais ça va être aussi tous les domaines artistiques. Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous voyez, ce cerf-volant là, à l'intérieur, il y a une opposition et c'est cette opposition qui va stimuler le cerf-volant. La tête du cerf-volant, c'est Neptune-Saturne. C'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. C'est ce renouveau spirituel. C'est vraiment cette ouverture des consciences vers l'importance d'accorder ou la nécessité d'accorder plus d'importance et de poser des actes, de mener des luttes qui favorisent la paix, l'humain, qui mettent sur le premier plan l'humain. Et ben c'est ça qu'ils viennent nous dire ici, ces cerfs-volants. Un Mars, c'est celui qui va poser les actes, c'est l'action. Donc ça peut être de différentes manières, mais on est vraiment sur ce plan d'harmonisation. Et ce dont on n'ont pas parlé Toth et Émeraude, là dans le sommet de la conscience, mais que j'ai découvert en cherchant un petit peu les cartes, qui est assez incroyable, c'est qu'il n'y a pas seulement des cerfs-volants. Si vous observez bien ces cartes, et ça se rejoue au mois d'août comme au mois de septembre. Donc au mois de septembre, juste, c'est le même cerf-volant, sauf que la planète qui est liée, on est plus sur Mercure. C'est Mercure ici qui va être en Vierge. Donc là, l'idée, ça va être, pour moi, ce que ça vient amener, c'est cette nouvelle manière de penser la réalité, de penser le monde, c'est des nouvelles représentations mentales. Et là, l'invitation, c'est à diffuser de nouvelles représentations mentales en lien avec justement ces énergies globales. Donc, poser des actes et diffuser de nouvelles représentations mentales. Mais il n'y a pas que des cerfs-volants.
il y a aussi ce qu'on appelle, sur le plan des configurations astrales, des enveloppes. Je ne sais pas si vous les voyez. Grand rectangle avec le triangle à l'intérieur. Et bon, là, il manque un sextile, mais on pourrait le mettre parce qu'il n'y a que 3 degrés de ce qu'on appelle d'orbe, là, entre ces deux planètes. Bref, donc on a bien une enveloppe ici. Et puis là, on la voit bien clairement, l'enveloppe. Et l'enveloppe, bah, c'est assez transparent comme signification, hein, comme interprétation, hein. L'enveloppe, elle permet quoi? De transmettre des messages, d'envoyer des messages. Et là, c'est exactement ça. C'est incroyable parce que en plus, ces deux enveloppes, elles pointent sur Uranus. Uranus en Gémeaux. Et je vous ai dit, Uranus en Gémeaux, c'est la descente de nouvelles connaissances, de nouvelles informations qui émancipent, qui affranchissent, qui libèrent. Donc on est vraiment dans de nouvelles découvertes qui libèrent, qui émancipent, qui affranchissent. C'est l'univers a un message pour nous. C'est voilà. Moi, je pense qu'on peut, c'est ce que ça vient nous dire là. Il y a un message à entendre et il y a un message à diffuser de manière large. Et donc, on voit bien comment l'actualité astrologique, là, pour cette année 2025, euh, elle est en total alignement sur tous les plans, mais déjà sur le plan de l'alignement entre les planètes, mais en total alignement avec l'actualité numérologique. Voilà. Il y a quelque chose de grand qui peut se jouer cette année et on est, même si c'est des vibrations collectives, on est toutes et tous, on fait tous et tous partie de ce grand collectif et chacun, chacune avec notre singularité, avec notre chemin unique, original et singulier, on est appelé à contribuer à ce grand mouvement collectif. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Donc, je vais arrêter ce partage et puis je vais revenir. Je vais arrêter aussi l'enregistrement.